Jean-Noël disait, on va prendre du recul pour regarder le passé. Et pour regarder l'avenir, il faut un peu de confiance. Et ça tombe bien, parce que Clara Guémard, que je ne présente plus, mais je vais le faire quand même, présidente de General Electric France, vice-présidente de General Electric International, a coordonné les travaux de l'Institut Montaigne sur la confiance. Alors avant d'en parler ensemble, je voulais faire un petit sondage, qui est un sondage improvisé, il n'a aucune valeur scientifique, il n'y aura pas de chiffres, ça ne sortira pas d'ici. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont eu récemment confiance, il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours. Est-ce que vous vous souvenez du dernier moment où vous avez eu confiance? Ceux qui se souviennent peuvent lever la main. C'est pas évident, hein. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas confiance. Ça veut dire que c'est assez difficile d'identifier la confiance parce que c'est assez immatériel. C'est comme un nuage de brouillard. C'est comme la couleur impressionniste du tableau pointilliste qu'on a vu. Qui a confiance en lui-même ou en elle-même? D'accord. Et qui a confiance en son chef ou son patron? C'est bien. C'est bien. Bon, voilà, c'est un sondage maison, hein, donc il n'a pas vraiment une valeur scientifique et on ne gardera pas les noms. Clara, merci d'être avec nous. Je voudrais que vous nous parliez du titre d'abord, de cet essai qui est paru à l'Institut Montaigne avec l'association Le Réseau Financiel et la confiance, bordel. Est-ce que vous avez vu le film qui vous a inspiré ce titre ? Oui, alors on a eu beaucoup de débats sur ce titre. C'est une idée que j'assume, justement à la lumière du film Et la tendresse bordel, qui est un petit chef-d'œuvre des années 70 que je vous conseille de regarder, qui est peut-être un peu daté. Mais on se souvient tous de Jean-Luc Bidault faisant l'hélicoptère. Oui, et puis surtout faisant des vers, parlant en vers. C'est assez rigolo, c'est extrêmement drôle. Pourquoi la confiance bordel? Tout simplement parce que c'est un cri du cœur et un cri de colère, avec l'idée toute simple qu'on est un pays avec des talents remarquables, avec une localisation géographique exceptionnelle, avec des grandes entreprises, avec des très belles réussites. Et pourtant, on est le champion du monde de la défiance. Alors, bordel, pourquoi ? Et c'est un peu ça qu'on a essayé d'analyser en faisant quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. C'est-à-dire que la plupart du temps, ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, ceux qui décident aiment critiquer les autres. Et là, nous avons fait notre propre autocritique et on l'a fait avec humour puisqu'il y a des dessins de Wutsch dedans. Et d'essayer de comprendre pourquoi, dans l'entreprise, la confiance était si mal partagée. Et on est parti d'un sondage qu'on avait fait avec Financiel, que j'avais demandé à Financiel de faire sur la confiance, où on a interrogé plus de 25 000 salariés dans la finance qui ont répondu. Et il y avait plein d'éléments très instructifs dans ce sondage, mais il y en a un qui m'a alerté, qui a fait qu'on a créé ce groupe de travail. C'est que quand on interrogeait les femmes en leur demandant si l'entreprise leur donnait confiance en elles, elles répondaient 20% oui. Et quand on leur demandait si elles trouvaient que l'entreprise donnait confiance aux hommes, elles répondaient 80% oui. Et quand on interrogeait les hommes, en leur demandant s'ils avaient confiance en eux, ils répondaient un peu mieux que les femmes, mais à 40%. Si l'entreprise leur donnait confiance en eux, 40% versus 80% vu par les femmes. Et quand on leur demandait si l'entreprise donnait confiance aux femmes, ils répondaient 80% oui. Donc ça veut dire que la confiance, c'est la chose la plus mal évaluée dans l'entreprise. Et on a tous vécu des circonstances, des moments où votre patron ou l'entourage a le sentiment qu'il vous donne confiance en vous et vous vous sentez absolument misérable, mais comme vous essayez de jouer le jeu, vous jouez le jeu de la confiance alors que vous-même, vous doutez de la confiance. Et c'est tout ça qu'on a essayé de décortiquer dans cet ouvrage, en essayant de comprendre quels sont les mécanismes de confiance en soi, comment dans l'entreprise on crée cette confiance en soi, comment on crée confiance dans la relation à l'autre, dans l'entreprise, comment on crée confiance dans l'entreprise elle-même et dans ses mécanismes internes, et comment chacun d'entre nous, on a confiance dans la relation qu'a l'entreprise avec la société. Et c'est pour ça qu'on a intitulé les différents chapitres « Le moi et moi »,« Le moi et toi »,« Le moi et nous », de façon extrêmement personnelle, parce que la confiance est quelque chose de personnel avant tout. Et ça passe par la prise en compte de la partie émotionnelle de tout changement,
qui souvent n'est pas pris en compte dans l'entreprise, parce que dès que quelque chose va mal dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On change l'organigramme, on change les procédures. On a beaucoup de mal à sanctionner des attitudes, des comportements qui ne sont pas les bons, parce qu'on a le sentiment qu'on sanctionne une personne qui, par ailleurs, a des qualités. Et comme on ne le fait pas, eh ben, on préfère mettre des procédures supplémentaires, des règles supplémentaires. C'est un peu comme un professeur d'école qui, dans sa classe, mettrait des punitions collectives parce qu'il a du mal à sanctionner un comportement spécifique. Ça ne veut pas dire que l'élève ou la personne doit être condamnée, mais il y a des choses qui doivent être relevées de façon individuelle. Et on a cette tendance dans l'entreprise, de la même façon que dans la société française, à collectiviser la sanction parce qu'on ne sait pas accepter le risque et qu'aucune règle ne protège du risque. Clara, la confiance, il y a au moins 3 sens, qui d'ailleurs peuvent nous servir de canevas. L'étymologie, c'est la foi en quelque chose, ça peut être la foi en quelqu'un, et ça peut être la qualité de l'assurance et de la hardiesse, c'est-à-dire une espèce d'optimisme spontané. Alors on va les prendre dans l'ordre. La foi en quelque chose, cette question de la confiance, ma première question, c'est est-ce que c'est une méthode Coué d'entreprise, la confiance, telle que vous l'avez abordée? La méthode Coué, c'est un peu péjoratif aujourd'hui, parce qu'on dit la méthode Coué, ça ne marche pas, etc. Ça ne se décrète pas, la confiance, ça se fabrique. Ça se donne, ça ne se prend pas, ça ne se demande pas. Je ne peux pas vous demander d'avoir confiance en moi. En revanche, je peux vous donner ma confiance. Et à partir du moment où moi, je vous donne ma confiance, que je vous dis que j'ai confiance en vous, vous allez d'abord commencer à avoir confiance. Enfin, vous allez avoir confiance en vous-même dans la relation que vous allez avoir avec moi. Et vous allez pouvoir, vous, en retour, savoir si vous voulez me donner votre confiance. Donc on est aujourd'hui dans un mécanisme complètement inverse, puisque comme on met dans l'entreprise énormément de process qui sont là à contrôler si ce que vous faites c'est bien, ce sont les process qui évaluent votre performance et non pas la relation à l'autre. Alors évidemment je caricature, hein, mais je caricature parce que les process, c'est important, c'est aussi un facteur d'éliminer le risque, c'est aussi une manière d'évaluer les gens. Mais quand on va trop à l'excès, on perd cette donnée fondamentale qui est que la confiance, ça se donne. Alors après, oui, c'est vrai que ça se fabrique parce que ça se construit avec le temps. C'est pas parce que moi, je vais vous donner ma confiance que vous allez immédiatement me donner la vôtre. Vous allez attendre de savoir si cette confiance que je vous donne, elle est réelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les responsabilités que vous estimez devoir avoir, que vous allez pouvoir avoir la latitude d'action que vous estimez pouvoir assumer, etc., etc. Et dans l'entreprise, toute la question du matriciel, qui est absolument indispensable, est venue d'une certaine manière tuer la confiance en soi, parce que on a beau avoir sur le papier des responsabilités, des titres, le matriciel vient tuer la capacité à agir, et donc l'idée que l'entreprise nous donne confiance en nous, puisqu'on est en permanence sous contrôle. Donc comment vivons-nous dans l'entreprise la relation entre la confiance que l'entreprise me donne et me permet d'assumer mes responsabilités et le contrôle systématique qui est une véritable toile d'araignée quand on est à des fonctions de management. Clara, il y a l'aspect managérial, c'est-à-dire la fabrication de la confiance dans l'entreprise. Et vous avez souligné que c'était un peu une relation un peu bijective entre le manager qui doit être digne de confiance et puis la confiance qu'il accorde. Il y a des éléments exogènes à la confiance dans l'entreprise aujourd'hui qui sont le sentiment de sécurité du salarié, le fait d'avoir un environnement économique de son entreprise ou de son employeur qui est porteur et qui incite justement à prendre des risques, parce que les risques, on les prend quand le gâteau est important et qu'il y a des parts à partager, mais quand il n'y en a plus, on prend moins de risques. Quel regard vous portez-vous sur les débats qu'il y a actuellement sur le contrat de travail unique, sur la flexibilité, sur le fait qu'on met en place ou qu'on tente de mettre en place une flex-sécurité qui n'est pas toujours vue par les salariés comme une immense incitation à avoir confiance et à prendre des risques? D'abord, ce n'est pas forcément vrai que vous avez des entreprises qui connaissent une forte croissance dans lesquelles les salariés n'ont pas confiance en eux, avec le sentiment que
cette croissance se fait à tort ou à raison contre leur propre intérêt. Donc le lien entre la croissance de l'entreprise et la confiance du salarié, elle devrait être naturelle et elle ne l'est pas toujours. Et donc le sujet clé, c'est comment la vision de l'entreprise est une vision partagée par tous. Comment on co-construit en embarquant tous les salariés de l'entreprise dans la construction de cette vision commune. Et le temps où vous aviez un chef charismatique qui sait exactement tout est totalement révolu. On est dans une économie, je sais que vous allez beaucoup en parler aujourd'hui, qui est collaborative, qui est complètement horizontale. Et l'entreprise qui aujourd'hui ne prend pas cette dimension dans son mode managérial fait que même si elle réussit d'une certaine manière, elle n'emporte pas la confiance du salarié. Et pour revenir à votre deuxième point qui est sur la flexicurité, etc., en fait, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on veut rester au port et rester à quai et ne pas grandir et aller nulle part. Et donc, on a froid, c'est pas très confortable, le bateau balance, etc. Mais on est accroché comme une moule à son rocher. Ou est-ce qu'on est prêt à partir à l'aventure et est-ce qu'on est prêt à se dire que on peut construire plus grand, plus beau, pour plus de monde en embarquant ensemble. Et on voit bien que la question clé, c'est pas de savoir si s'il faut un contrat unique ou pas. La vraie question clé, c'est est-ce qu'on n'a pas confondu depuis 30 ans en France comment dire, la protection de l'emploi contre la création du travail, qui n'est pas une protection de l'emploi. C'est-à-dire qu'on protège aujourd'hui d'une façon... on protège le salarié qui est en place, qui meurt de trouille de ne plus être salarié. Vous savez, c'est comme un château fort. Donc il y a ceux qui sont à l'intérieur du château fort. Alors eux, ils sont a priori bien au chaud parce que ils seront indemnisés. Enfin, ils sont salariés, ils ont un contrat de travail qui les protège, etc. Et ils sont terrorisés à l'idée de se retrouver exclus du château parce qu'ils quittent l'entreprise. Parce que d'abord, ils n'arriveront jamais. Ils ont le sentiment que jamais ils arriveront à réescalader. Et parce que on a créé une société qui protège ceux qui sont déjà protégés et qui donc exclut ceux qui ne sont pas dans le château fort. Et donc, et avec ça, on réduit. Enfin, un château fort, ça s'étend pas. En période de guerre, on peut pas construire une nouvelle aile, etc. Donc, la question, c'est de retourner la charge de la preuve et de faire que la confiance soit le ciment de cette. On part ensemble, on embarque ensemble. Et si on embarque ensemble, ça veut dire qu'évidemment, on coupe les amarres, on coupe ce qui nous retient, ce qui nous empêche, ce qui nous contraint pour embarquer ensemble vers une aventure qui nous permettra d'être tous, d'avoir plus de travail, plus d'activités, etc. Il y a une loi fondamentale, c'est que les hommes ont horreur de l'inconnu et qu'un des grands, un des grands registres de la communication d'entreprise et de la mobilisation d'entreprise ces dernières années, c'est le changement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi on change, mais c'est un monde qui bouge, et comme il bouge, il faut du changement, et comme il faut du changement, il faut s'adapter, ce qui fait quand même office de religion globale, qui ne donne pas plus de clés, finalement, aux salariés pour embarquer dans le navire. Oui, mais alors, comment faire? Oui, mais tout simplement parce que si vous voulez apprendre à faire du vélo, vous bougez. Si vous voulez apprendre à jouer au tennis, vous bougez. Donc, c'est pas le changement, c'est le mouvement. Le mouvement fait partie de la vie humaine. On peut rester assis sur son fauteuil éternellement, mais c'est pas ça qui va rendre la vie ni heureuse ni épanouie. Donc, le changement n'est pas un but en soi. Ce qui est un but en soi, c'est la vision commune qu'on partage, c'est l'envie. Moi, je trouve qu'on a tué le mot envie. La confiance, elle vient de l'envie. C'est parce que vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, c'est parce que vous avez envie de construire une aventure avec quelqu'un et avec d'autres que la confiance est là. C'est ce que vous avez dit sur la foi en l'autre, la foi en un projet, la foi en une vision. Donc on a tort de parler du changement comme une stratégie. Le changement n'est pas une stratégie. Le changement est un outil
qui permet d'aboutir à une vision commune, à un projet commun qu'on partage. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans le domaine de la... Bien que je vous parle un tout petit peu de General Electric, vous m'en voudrez pas. Dans le domaine de la santé, on a beaucoup parlé d'énergie en ce moment, mais on est un très gros acteur de la santé. Dans le domaine de la santé, nous, on vend du diagnostic médical, donc on vend des IRM, des scanners, des mammographes qu'on fabrique en France, hein, tout ce qui est de l'imagerie médicale, donc des appareils très sophistiqués qui coûtent très cher. Donc on en assure la maintenance, on en assure le service, etc. On est en train aujourd'hui de rentrer dans un business model qui, a priori, va tuer le business model initial, puisque au lieu de vendre nos machines, on fait, entre guillemets, je fais un très gros raccourci, on fait des tentatives de pay-per-use, c'est-à-dire que l'hôpital ne va pas acheter la machine, mais va acheter l'usage de la machine. Et c'est pas simplement l'hôpital, c'est le médecin, c'est le médecin de famille, c'est le chirurgien qui est en ville, etc. Une toute nouvelle manière d'utiliser l'imagerie médallée pour guérir les patients. On va utiliser le scanner comme un Vélib, d'une certaine façon. Exactement, voilà, on va dire comme un Vélib. Enfin, vous allez certainement parler de cette économie d'usage qui est c'est très a priori déstabilisant pour une entreprise de se dire qu'on crée à l'intérieur de sa propre entreprise sa propre concurrence. Mais le fait qu'on embarque, qu'on le co-construit avec les salariés, qu'on le co-construit avec le client, qu'on le teste aussi, hein, et qu'on réintroduit, parce que c'est extrêmement important, le droit à l'erreur. Parce que quand on tente quelque chose de nouveau, on se plante. Ce n'est pas le droit à l'erreur, c'est l'acceptation de l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur fait partie du progrès. L'erreur, on n'évite pas l'erreur. Ça fait partie d'une des 10 pistes, Ouais. parce que le temps avance, une des 10 pistes pour créer de la confiance dans l'entreprise. Ouais. Il y en a 9 autres. Est-ce que vous pouvez nous donner Oui, alors c'est pour ça que j'ai pris mon petit papier. Bah oui, pour parce être que... sûr d'en oublier Donc aucune. le droit à l'erreur, c'est assez nouveau et on commence à en parler. Je me souviens qu'il y a 3-4 ans, c'était organisé à Paris, il y avait une conférence de l'échec qui tentait de faire entrer dans la culture de management française le droit à l'erreur et tirer parti des échecs. La conférence a échoué à continuer, mais c'était une bonne idée. Il y a 9 autres pistes pour créer de la confiance dans l'entreprise. Il y a 9 entreprises, je ne vais pas toutes les lire, d'abord parce que ce serait bien que vous achetiez le livre. Hein. Ce serait bien. C'est vrai que c'est le climax, hein. Il y a un suspense. Il y a un suspense. D'abord, ça paraît évident, mais clarifier l'engagement. Clarifier son engagement vis-à-vis des salariés. Savoir très exactement ce que, pour le dirigeant, pour les managers que vous êtes, hein, parce que ce n'est pas simplement au sommet de l'entreprise, savoir que les salariés sachent très clairement non seulement ce que vous attendez d'eux, mais ce qu'ils peuvent attendre de vous. La plupart du temps, on sait ce qu'on veut leur demander, mais on ne sait pas leur dire clairement ce qu'ils peuvent attendre de vous et ce qu'ils ne peuvent pas attendre de vous, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas déçus de ce que vous ne pouvez pas donner. C'est extrêmement important. Ensuite, renouveler complètement le dialogue social. Et le dialogue social, c'est pas simplement de savoir les plans de licenciement, etc., mais c'est le dialogue sur la mixité, c'est la formation, c'est sur la rémunération. Mettre en place des logiques et des instances de dialogue qui sont hors process législatif du dialogue social et qui permettent encore une fois de construire le devenir de l'entreprise. Savoir, on en a parlé, offrir des espaces de création, d'innovation et de liberté, permettre au sein de l'entreprise d'avoir des intrapreneurs, donc de libérer du temps pour les salariés, pour qu'ils puissent être eux-mêmes créateurs à l'intérieur de l'entreprise. Tout le monde n'est pas entrepreneur, mais tout le monde est peu ou prou intrapreneur. Repenser évidemment la communication corporate pour qu'elle soit partagée et qu'elle vienne de la base. On a parlé de droit à l'erreur. Et puis le dernier point sur lequel j'ai commencé, sur lequel je voudrais insister, c'est prendre en compte la dimension émotionnelle du changement. C'est extrêmement important parce que c'est là où réside la confiance. Je voudrais terminer, puisqu'on est à 0 minute, juste en donnant un exemple tout à fait personnel. En 2010, vous savez peut-être, on avait essayé chez General Electric d'acheter Areva T&D. On n'y est pas arrivé, on a essayé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour y arriver, on n'y est pas arrivé. C'est peut-être l'ironie de l'histoire, c'est peut-être que c'est pour ça que maintenant on est arrivé à acheter Alstom, mais c'est pas ça que je veux vous raconter, c'est qu'au mois de janvier, qui a suivi cette défaite, on se réunit, les cadres dirigeants de General Electric, et il y a des remises de prix.
Et à ma très grande surprise, Jeffrey Immelt m'a remis le prix de l'innovation et du courage sur un échec. Imaginez en termes de management ce que ça veut dire auprès des autres que vous remettez un prix à quelqu'un qui a échoué. Et son message, c'était de dire, elle a tout tenté, on a tout fait, tout a été bien fait. C'était un échec, mais ça vaut le coup parce que la prochaine fois, ça pourra marcher. Voilà. Avant qu'on se quitte, comme on va parler toute la journée de RH et d'avenir des RH, je voulais, en 3 mots, quels sont les objectifs que vous avez fixés pour l'année ou pour l'année prochaine à votre DRH, vous? Alors, la simplification. Rendre la vie plus simple pour les salariés, plus claire, avec des évaluations qui sont plus évidentes. Enfin, la simplification, c'est un élément extrêmement important. Supprimer des process. Donc, ce n'est pas simplement la simplification. Enfin, c'est regarder tout ce qui est inutile, tout ce qui est, comme on dit en bon français, nice to have, mais qui n'est pas need to have, qui fait perdre du temps aux salariés, qui pose des contraintes, qui ont été mis à une époque donnée parce que ça pouvait paraître plus intelligent. Mais quelquefois, il faut être moins intelligent, plus simple et plus rapide. Et puis... à la fois la vitesse et l'anticipation. C'est-à-dire, surtout dans le contexte dans lequel on est, nous, puisqu'on est en rapprochement avec Alstom, énormément parler aux gens, consacrer énormément de temps à expliquer. Et donc anticiper, recevoir toutes les informations qui viennent de la base pour que le moment venu, on soit prêt à tous les niveaux de l'entreprise pour l'intégration et que tout le monde se sente confortable, non seulement dans sa situation personnelle, mais dans la vision de son entité, de son groupe, etc. Donc voilà, la simplification, l'écoute, l'anticipation. Eh bien, le DRH de GE a du pain sur la planche. Clara Guémard, merci à elle, merci à vous. Vous continuez la journée avec les autres intervenants. Qui prend la suite? Jean-Noël? Voilà un micro, Jean-Noël. Salut et merci.